Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, j'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire cette niche parlementaire socialiste que nous avons voulu entièrement consacrer à l'enseignement supérieur dans notre pays. À l'heure où les démocraties vacillent et que la réaction prend le pouvoir un peu partout dans le monde, il est urgent de protéger et d'investir dans notre avenir, c'est-à-dire la jeunesse. Protéger, s'engager pleinement auprès des étudiants, des étudiantes, des apprentis universitaires, enseignants et chercheurs qui préparent le monde de demain. C'est à cela que s'attelle cette proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privés. Je souhaite saluer notre collègue de l'Assemblée nationale, Emmanuel Grégoire, qui avait déposé une première version de ce texte l'année dernière et qui a permis de mettre sur la table ce sujet de l'encadrement de l'enseignement supérieur à but lucratif. Il avait fait, je le rappelle, dans un esprit transpartisan, puisque sa PPL avait été cosignée sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Je salue aussi mon collègue David Ross pour son engagement et son excellent travail de rapporteur tout au long des auditions. Il a permis d'enrichir ce texte dans le même esprit transpartisan que celui qui avait prévalu à l'Assemblée nationale. Je l'en remercie, ainsi que les collègues de tous les bancs, qui ont permis d'arriver à ce texte de compromis issu des travaux de la Commission. Il est essentiel aujourd'hui de préserver l'esprit de ce texte et des compromis que nous avons trouvés en commission sans le dénaturer et sans affaiblir les protections nouvelles qu'il apporte aux étudiants et aux apprentis. Car c'est pour eux que nous avons déposé cette proposition de loi. Tous ces étudiants et étudiantes de boîtes privées à but lucratif et d'officines dont les témoignages nous ont indignés depuis des mois. C'est Chloé, inscrite dans une école privée du domaine de la santé pour 6 000 € par an. Je cite, « On nous vend du rêve avant d'intégrer l'école. Et une fois dedans, c'est un enfer. Des profs qui démissionnent à la chaîne, une gestion de la scolarité bancale, un accompagnement pour les études supérieures inexistant. C'est Louis et Arthur, inscrits dans un bachelor en audiovisuel à 7 000 € l'année. On s'est retrouvés dans des bâtiments qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on nous avait vendu. Il n'y avait que du matériel semi-professionnel, loin d'avoir des caméras pour le cinéma ou le documentaire. Pareil pour l'équipement lumière. Il n'y avait pas de studio, car le bâtiment, c'était un couloir et 3 salles de cours. C'est Jules, inscrit dans une école de commerce à 8 500 € l'année. Il y a très peu de professeurs permanents dans l'école, mais une majorité d'intervenants extérieurs. Ils annulent parfois leurs cours quelques heures avant, et 40% de nos cours sont en distanciel, c'est beaucoup. Depuis des mois, les articles de presse et les travaux de journalistes comme le livre « Le Cube » de Claire Marchal documentent la désillusion de ces étudiants et étudiantes qui déchantent. Comme le résume Jessica, passée dans une école privée spécialisée dans le marketing et la communication, je voyais passer de nombreuses pubs qui mettaient en avant la jeunesse, le côté innovant. Je suis tombé dans le panneau. Mais pour d'autres, les conséquences sont bien pires. Lorsque floués, ils ressortent sans diplôme reconnu, ni débouché professionnel, mais avec un emprunt lourd à rembourser. C'est alors la précarité qui se profile. Ce sont aussi les travaux de contrôle et les enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le travail minutieux de la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui ont permis de révéler l'ampleur de ces abus et même de ces arnaques. Ils nous rappellent l'importance des contre-pouvoirs dans une démocratie saine. Alors, il ne s'agit pas de vouer l'ensemble de l'enseignement privé aux gémonies. Dans cette maison, nous avons tradition de rappeler le rôle des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et de l'ensemble des formations privées à but non lucratif qui participent à la mission de service public de l'enseignement supérieur et contribuent à l'excellence académique de notre pays. Au contraire,
Cette proposition de loi doit permettre de préserver la crédibilité de ces établissements en écartant les acteurs nuisibles du secteur. Mais ce texte vise aussi et surtout à défendre l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur adossé à la recherche. Car si la part du secteur privé est passée de 15% des effectifs étudiants dans les années 2000 à plus de 26% aujourd'hui, et si des pratiques abusives ont pu germer sur ce nouveau marché juteux, c'est aussi en raison de l'abandon progressif de nos universités. Les choix budgétaires et le manque d'investissement de l'État ne permettent pas aux universités d'accueillir les 600 000 étudiants supplémentaires entrant dans l'enseignement supérieur ces dernières années. Le caractère anxiogène et parfois peu lisible de la sélection opérée sur Parcoursup a favorisé l'essor de formations s'affichant hors Parcoursup, avec des processus de recrutement plus rassurants, mais plus chers. La réforme de l'apprentissage de 2018 a créé une manne financière, estimée à 17 milliards d'euros par la Cour des comptes, qui a attiré de nombreux acteurs privés, profitant aujourd'hui de la faible régulation du secteur pour maximiser leurs profits tout en bénéficiant de ressources publiques. Le moment viendra d'avoir ce débat sur l'état de nos universités. Mais dès aujourd'hui, il est indispensable de poser des garde-fous pour mettre fin aux dérives constatées. Rééquilibrer les relations contractuelles entre les étudiants et les établissements d'enseignement supérieur privés ou les apprentis de CFA, notamment sur la question des scandaleux droits de réservation et du remboursement des frais de scolarité en cas de rétractation. Introduire des sanctions applicables aux responsables des établissements privés d'enseignement supérieur en cas de constatation de pratiques commerciales trompeuses ou abusives. Nos étudiants et nos apprentis ne sont pas des marchandises et nous devons veiller à ce qu'ils ne soient pas traités comme tels. Leur entrée dans l'enseignement supérieur doit être accessible et transparente. Les choix d'orientation doivent être éclairés sans que les pratiques commerciales opaques ou abusives ne viennent entraver le droit à l'éducation. La prise de conscience est désormais générale. Nous sommes attendus. Il est temps d'agir et d'être à la hauteur de cette attente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur l'auteur, cher collègue Yan Chantrel, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Cette proposition de loi apporte une réponse ciblée et opérationnelle aux pratiques commerciales abusives de certains acteurs de l'enseignement supérieur privé. Dans le contexte de concurrence incontrôlée qui caractérise aujourd'hui ce secteur et qui vient d'être rappelé par l'auteur du texte, des établissements cherchent à sécuriser à tout prix leur recrutement et la manne financière qu'ils constituent. À l'occasion des salons de l'orientation de fin d'année ou de l'approche des échéances de Parcoursup, ils font signer des contrats déséquilibrés aux futurs étudiants et apprentis. Ces contrats entravent fortement la possibilité pour les jeunes de se désengager et de se voir rembourser les sommes versées qui atteignent parfois plusieurs milliers d'euros. Cette situation porte atteinte à plusieurs principes fondamentaux de l'enseignement supérieur. Elle pèse d'abord sur la faculté des jeunes de décider librement de leur orientation, hors de toute pression financière. Lorsqu'il s'agit de contrats passés par des centres de formation d'apprentis, les CFA, ces pratiques s'inscrivent en contradiction avec le principe même de gratuité de l'apprentissage qui est clairement prévu par la loi. La proposition de loi vise donc en conséquence à interdire l'inscription de telles clauses déséquilibrées dans les contrats passés entre les jeunes et les organismes de formation. 4 types de dispositions sont visées par les contrats passés à la fois par les établissements privés d'enseignement supérieur, qui relèvent de l'article 1er, et par les CFA, qui relèvent de l'article 2e. Dans sa version initiale, la proposition de loi propose d'en faire des clauses abusives au sens du droit de la consommation. Il s'agit d'abord des clauses imposant le versement des frais de réservation,
destinés à sécuriser une place dans une formation à la rentrée suivante. Ces frais peuvent être facturés en sus du prix de la formation, au titre d'un service de réservation distinct ou constituer des arts versés très en amont de la rentrée qui s'imputent ensuite sur le prix de la scolarité. Dans les deux cas, l'étudiant qui opte finalement pour une autre formation n'est pas remboursé des montants dépensés. Il s'agit ensuite des clauses prévoyant une durée contractuelle supérieure à celle d'une année pédagogique, dans le but d'engager l'étudiant pour un cycle de formation complet. Sont également visées les clauses limitant le remboursement des étudiants et apprentis en cas de résiliation anticipée du contrat. Il s'agit enfin des clauses qui limitent le remboursement des frais de scolarité pour les apprentis ayant signé un contrat d'apprentissage dans les 3 mois suivant le début de leur formation, comme la loi l'y autorise. L'existence de ces pratiques abusives a été établie par de nombreux travaux concordants. Je pense aux enquêtes menées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui indiquent que 40% des établissements contrôlés ont ainsi inséré des clauses abusives ou déséquilibrées dans leur contrat de formation. Je pense également au rapport de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale de 2024. Je pense enfin aux recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCRS, ou encore de la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur des contrats déséquilibrés de l'enseignement supérieur privé. En effet, par une décision du 26 novembre 2025, elle a jugé abusive une clause prévoyant la conservation intégrale par l'établissement des frais de scolarité en cas de désistement de l'étudiant, en considérant qu'il fallait également prendre en compte la possibilité pour cet établissement de pourvoir la place laissée vacante. Tout en conservant l'esprit de la proposition de loi, la Commission de la culture, du sport, de l'enseignement supérieur et de l'audiovisuel a fortement remanié sa rédaction. Ce faisant, elle a anticipé l'examen des articles 8 et 9 du projet de loi de régulation de l'enseignement supérieur privé dont nous reprenons en partie les dispositions, Monsieur le Ministre. Le texte issu de la Commission contient 2 articles contre 3 dans sa version initiale. Les dispositions de l'article 3 relatifs aux sanctions ont été de fait intégrées aux 2 premiers articles. Les modifications opérées ont d'abord affermi la portée juridique du texte en disjoignant ces dispositions du régime des clauses abusives du droit de la consommation. Il existe en effet un débat sur l'applicabilité de ce droit à certains contrats de formation qui pourraient avoir une finalité professionnelle, notamment dans le cas des formations en alternance. Il a donc paru préférable de créer un régime autonome des clauses contractuelles interdites dans les codes de l'éducation et du travail. Cette modification est également motivée par des considérations symboliques. Il s'agit d'affirmer que la formation n'est pas un acte de consommation. Le régime des sanctions applicables aux responsables d'établissements qui ne respecteraient pas ces interdictions a également été modifié afin de le rendre mieux proportionné à la gravité des manquements en cause. Enfin, à l'article 1er, l'interdiction des clauses limitant le remboursement des étudiants en cas de désistement et de celles fixant une durée contractuelle supérieure à 1 an a été remplacée par la reconnaissance d'un large droit de résiliation au bénéfice des étudiants. Dans un esprit de conciliation qui anime en toile de fond les travaux de notre commission sous la présidence de Laurent Lafont, et au regard du fonctionnement des établissements privés de qualité, j'ai proposé que cette faculté s'exerce jusqu'à 15 jours avant le début de la formation et non jusqu'à 2 mois après la rentrée, comme le prévoyait le texte initialement. Ce délai permettra aux établissements de s'organiser pour pourvoir la place laissée vacante. Il n'est pas question en effet de déstabiliser le modèle de fonctionnement des écoles recrutant sur concours, notamment les écoles d'ingénieurs qui ont fait le gage de leur sérieux dans le passé. Car faute de définition législative de la lucrativité, la proposition de loi porte sur l'ensemble du secteur privé du supérieur, qui rassemble une grande diversité d'acteurs et de pratiques. Certains établissements privés jouent le jeu de la qualité, notamment en assurant des missions d'intérêt général via le statut d'ESPIG. Leur place dans le paysage du supérieur est indispensable et reconnue. Le fonctionnement de ces écoles sera protégé par la modification du délai de résiliation effectuée en commission. En contrepartie,
il me semble indispensable que les étudiants puissent exercer ce droit sans avoir à justifier d'un motif particulier afin qu'ils puissent décider librement de leur orientation. Mes chers collègues, cette proposition de loi, bien sûr, ne réglera pas tous les problèmes posés par le développement des établissements à but lucratif. Dans l'attente du projet de loi, elle apporte cependant une réponse précise, une première lumière à des dérives désormais bien identifiées en interdisant les pratiques contractuelles abusives des établissements d'enseignement supérieur, aboutissant du coup à une modification du titre en conséquence. Je vous invite donc à l'adopter dans une rédaction opérant un juste équilibre entre la préservation du fonctionnement des établissements de qualité et la protection des étudiants et des apprentis. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise par notre collègue Yan Chantrel aujourd'hui est très attendue. Voilà des mois que nous dénonçons ici des pratiques abusives, des tromperies, même parfois des arnaques, disons-le, dont sont victimes étudiants et apprentis dans des établissements d'enseignement supérieur privés ou des centres de formation pour apprentis. L'enquête Le Cube de la journaliste Claire Marchal a permis de jeter une lumière crue sur les pratiques du groupe Galileo en particulier. Elle nous a rappelé que leur objectif n'est pas l'émancipation, pas non plus le savoir et la connaissance, car on n'y pratique aucune recherche, et encore moins l'accomplissement d'une mission de service public dont d'autres opérateurs du privé, il faut le rappeler, comme les ESPIG, s'acquittent avec professionnalisme et probité. Non, leur objectif, c'est la rentabilité économique. Elles ont marchandisé l'enseignement supérieur et commodifié nos étudiants, mais aussi les enseignants et le personnel administratif de ces écoles, tous soumis à la même pression. Je cite Claire Marchal, à partir de ces calculs d'effectifs, on peut projeter la rentabilité du groupe. Et si on n'est pas dans la croissance, il va falloir faire de l'optimisation à côté pour rogner sur les coûts pédagogiques. Donc remplir les classes, baisser le statut des professeurs qui seront moins formés et moins rémunérés, rogner sur les frais de matériel informatique, etc. C'est à cette logique délétère que nous voulons mettre un coup d'arrêt. Il faudra aller plus loin dans le contrôle et la réglementation des formations dispensées dans l'enseignement privé, notamment les bachelors et autres Masters of Science, qui induisent les étudiants en erreur sur la qualité de leur diplôme, sur l'usage abusif des aides à l'apprentissage, et pour répondre au sous-financement chronique de l'université publique, qui nourrit par ricochet le développement des boîtes privées. Près d'un quart des étudiants sont désormais inscrits dans le privé, près de 2/3 des apprentis sont inscrits dans l'enseignement supérieur privé. Mais la priorité, c'est de protéger les étudiants et les apprentis, et c'est ce que nous voulons faire avec cette PPL. Protéger notamment celles et ceux qui sont les plus vulnérables face à l'orientation, celles et ceux dont les familles n'ont pas ce réseau, la pratique ou les informations qui leur permettraient de distinguer le bon grain de l'ivraie dans l'offre de formation pléthorique désormais disponible. Celles et ceux pour qui le processus d'admission via Parcoursup est source d'une telle angoisse qu'ils préfèrent la sécurité de formation hors Parcoursup mal réglementée. Il s'agit donc d'abord d'interdire dans le contrat des étudiants et des apprentis les clauses abusives, notamment le versement de frais de réservation qui atteignent souvent des centaines d'euros, voire plus, sans aucune justification. Il s'agit ensuite d'affirmer un véritable droit de résiliation sans frais, jusqu'à 15 jours avant le début de chaque année pédagogique, et avec remboursement des frais de scolarité engagés au-delà. Cette mesure est nécessaire, car la plupart des étudiants trompés ne s'en rendent compte qu'une fois la formation commencée. Bien sûr, pour renforcer cette protection, il faut enfin renforcer les sanctions applicables aux chefs d'établissement qui se rendraient coupables de ces supercheries ou de ces abus. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui est le fruit d'un compromis intelligent et utile, permis par le travail du rapporteur, que je remercie. Nous le voterons avec détermination, dans l'espoir que cette première étape permette d'ouvrir la voie de nouvelles réglementations et de restaurer la confiance des étudiants et des familles envers l'enseignement supérieur privé de qualité. Nous opposerons en revanche à l'ensemble des amendements qui affaibliraient largement ce dispositif. Il rendrait caducs tous les efforts engagés ces derniers mois et enverrait un mauvais signal aux étudiants et aux acteurs du secteur. Je vous invite, chers collègues, à tenir le cap. Notre rôle est de protéger les étudiants et les apprentis face à la forte pression financière qu'imposeront sur eux ces pratiques contractuelles, de défendre le principe législatif de gratuité de l'apprentissage et de garantir la capacité de toutes et tous à choisir librement son orientation. Nous sommes attendus.